Alors pour cette première table ronde, le Cercle Interrel est très fier d'accueillir les dirigeants et membres des comités exécutifs, donc du CEA de Laurence Piketty, administratrice générale adjointe du CEA, Philippine de CSR-Class, Worldwide Chief Sustainability Officer, Catherine Escure, directrice de la communication RSE Enedis et présidente d'Energies Mixité Groupe EDF. Je vous en prie, asseyez-vous. Claire Vézan, DGA du groupe Engie. Marie Petit-Cueno, Chief Impact Officer Salesforce France. Caroline Garnier, DRH SAP France et Maroc. Et Delphine Boyer, DRH France, SLB. Alors cette table ronde, en fait, elle va réfléchir sur les différentes approches possibles pour rendre une entreprise durable et surtout d'identifier le lien entre mixité et entreprise durable et développement durable. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le même survey. Et je vous remercie à tous, et mesdames, d'être présentes aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ce thème du développement durable, c'est l'un des défis de notre siècle. Et du coup, j'ai demandé à Claire Vézan de nous faire un petit topo, dans un premier temps, sur cet impact du changement climatique sur les femmes notamment, puisque ça c'est une priorité. Madame, je vous en prie. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai presque envie de féliciter les hommes qui sont dans la salle. Et de dire aux femmes combien je suis heureuse de les voir aussi nombreuses et mobilisées. Alors, pour répondre à la question de l'impact du changement climatique, c'est évidemment un des défis que nous avons, hommes comme femmes, en ce moment. Je pense que c'est désormais une évidence. Ça ne l'était pas il y a quelques années, donc je crois que c'est bien de s'arrêter et de se rendre compte du chemin parcouru. Nous sommes maintenant confrontés, j'allais dire tous les jours, tous les ans en tout cas, à des manifestations visibles du changement climatique, y compris dans nos pays. Mais il faut avoir en tête que pour un certain nombre de pays du Sud en particulier, ces impacts sont visibles depuis beaucoup plus longtemps. Mais maintenant, on les voit partout. Et donc je pense que ce changement climatique, c'est une évidence. Si on ne trouve pas collectivement les solutions de lutter contre le réchauffement climatique, de limiter la hausse des températures, il y va de la capacité de l'humanité à vivre de manière, j'allais dire, pacifique et durable sur la planète. On dit parfois qu'il faut sauver la planète. En fait, il s'agit de l'humanité sur la planète. La Terre continuera à exister. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un défi collectif et c'est aussi, vous l'avez dit, quelque chose qui, aujourd'hui, le changement climatique, touche davantage les femmes que les hommes. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le changement climatique affecte les ressources naturelles, affecte les capacités à cultiver, les capacités à trouver de la nourriture, les capacités à trouver de l'eau, et que ces tâches, dans un certain nombre de sociétés, sont très souvent des tâches qui sont réalisées par les femmes. Ça a été très bien mis en évidence, entre autres, par le GIEC. Et puis, deuxième aspect qui affecte les femmes plus souvent que les hommes, le changement climatique, ça s'accompagne aussi d'une tension sur les ressources, et en particulier sur les ressources énergétiques. On l'a vu avec la crise énergétique, mais c'est quelque chose qui va être durable. L'énergie, demain, va être plus chère. Il va falloir trouver les moyens de l'économiser, d'être sobre en énergie, plus efficace, mais ça va être aussi une pression sur les budgets des ménages si on n'y prend pas garde. Et donc notre travail, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que la transition énergétique soit la plus abordable possible, soit au meilleur coût possible, et sinon, ce seront les femmes avant tout qui en seront victimes, parce qu'on sait que dans toutes nos sociétés,
quand on regarde les inégalités sociales, eh bien, les femmes sont plus souvent à bas revenus que les hommes. Elles sont moins bien payées et elles se retrouvent plus souvent dans des ménages isolés, comme on dit, seules avec des enfants. Voilà. Donc, pour cette raison aussi, lutter de manière intelligente contre le changement climatique et s'assurer que la transition énergétique se fait au meilleur coût, c'est crucial pour tout le monde et c'est crucial plus particulièrement pour les femmes. Merci beaucoup, Madame. Le cadre ainsi posé, les questions que j'ai adressées à nos invités sont issues du groupe de travail et je vous en remercie. Alors, Madame Piketty, vous êtes très impliquée dans les réseaux mixité depuis de nombreuses années et fidèle du cercle et je vous en remercie infiniment. Comment se positionne la politique du CEA en faveur de la mixité face à la pression implacable des objectifs de développement durable ? Merci Patricia, donc bonjour à toutes et tous. Donc, je suis enchantée d'être à nouveau ici aujourd'hui, comme depuis plusieurs années, et c'est toujours un grand plaisir. Donc en fait, au CEA en particulier, mais je pense que c'est vrai pour toutes nos entreprises, je crois que ce sont deux sujets primordiaux, donc l'égalité professionnelle et le développement durable, qui sont adressés en parallèle, qui ne s'excluent pas, et qui sont au contraire d'ailleurs, et qui sont adressés en parallèle au CEA avec le même volontarisme. En fait, les axes stratégiques comme les thématiques transverses du CEA, donc qui couvrent la transition énergétique, la transition numérique, la médecine du futur, la défense et la sécurité, et tout ça sur un socle de recherche, dont la recherche sur le climat. Donc, toutes ces thématiques sont reprises par les objectifs de développement durable, puisqu'on les inclut dans 12 des 17 objectifs de développement durable, dont le numéro 5, qui est l'égalité entre les sexes. Donc voilà, tout ça est vraiment un tout. Le CEA s'est engagé notamment dans sa charte de développement durable à agir pour le développement social, donc au-delà de ses aspects scientifiques et techniques, et donc en faveur notamment de l'égalité professionnelle. Donc les ODD sont portés par une directrice du développement durable qui est dédiée à ce sujet à plein temps, et en parallèle se poursuivent toutes les actions qui sont menées au CEA pour l'égalité professionnelle, pour la qualité de vie au travail, et qui sont portées par la direction des ressources humaines et par la direction générale. Donc voilà, c'est vraiment deux axes majeurs en fait pour le CEA, à la fois technique, à la fois de développement durable dans le sens de l'ONU, et puis les aspects mixité qui se font en parallèle. Et donc ces aspects mixité qui se poursuivent, ils passent aussi toujours par la féminisation des postes à responsabilité, des initiatives qui permettent aux femmes au sein du CEA à accéder à l'ensemble des postes dans tous les domaines, scientifiques et techniques, et donc avec la formation OSER notamment, et puis la sensibilisation dans les lycées et les écoles, et l'égalité salariale et la progression significative de notre index égalité professionnelle. Et je voulais juste dire en rebond à ce que vous disiez, c'est que en fait, les femmes ont un rôle à jouer, un rôle important à jouer dans le cadre du développement durable, que ce soit pour adopter de nouveaux modes de consommation, pour la gestion des ressources naturelles et des économies d'énergie, mais aussi pour permettre à d'autres femmes, et en particulier les plus jeunes, à accéder à l'éducation et à des métiers qui sont nos métiers en sciences et techniques. Merci beaucoup. Et nous reviendrons sur vos actions effectivement au sein du CEA. Catherine Lescu, alors en tant que présidente d'Energies Mixité du groupe EDF et dans vos responsabilités au sein d'Enedis, vous avez particulièrement étudié l'impact du développement durable auprès des jeunes et notamment des jeunes femmes. Que pouvez-vous nous en dire ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis effectivement moi aussi ravie d'être avec vous ce matin. Vous le savez, on est dans l'énergie au cœur de ces enjeux de transition écologique, et on a devant nous beaucoup de développement à réaliser dans les prochaines années. Et donc pour ça, on a quand même des enjeux de recrutement très forts, et je crois que
ça vaut à peu près pour toutes les personnes qui sont là autour de cette table ronde. Et donc, on a regardé avec beaucoup d'attention, donc là, nous, plutôt au titre du réseau Énergie Mixité, ce qui ressort des enquêtes, et notamment de l'enquête Universum, qui est réalisée à la fois auprès des jeunes diplômés Bac+5, mais aussi auprès des jeunes qui sont en activité depuis 5 ans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que d'abord, ils regardent avec de plus en plus d'attention les enjeux de RSE, donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle, même s'ils trouvent que les entreprises, et ça c'est majoritaire, 58% d'entre eux, disent qu'ils attendent des preuves, davantage de preuves de la part des entreprises. Donc c'est là, je pense que c'est à nous tous de nous mobiliser sur ces sujets. Et élément important, et je pense qu'il est assez nouveau, et je pense qu'il va se renforcer dans les années qui viennent, on a 30% des femmes et 23% des hommes qui disent qu'ils n'iraient pas travailler dans une entreprise qui n'est pas conforme à leurs valeurs. Et ça, je crois qu'on l'observe tous les jours, y compris avec nos propres enfants. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une attention particulière aux valeurs qui sont véhiculées par les entreprises. Alors après, ce qui est intéressant dans ces enquêtes, c'est qu'on voit que les femmes regardent davantage, enfin en priorité en tout cas, les engagements plutôt sociaux et ensuite environnementaux, alors que chez les hommes, c'est assez réparti entre économique, économique, social, puis environnemental. Avec une approche des femmes qui est très importante autour des enjeux de mixité, justement, elles regardent avec attention ce qui est, bon, on comprend pourquoi, un peu moins l'attention portée par les hommes sur ces sujets. Elles regardent donc l'égalité salariale, le respect des origines, le respect de la culture, etc. Beaucoup les pratiques de bien-être qui sont portées par les entreprises, donc on le sait, hein, notamment le travail à distance, etc. Et puis des engagements autour de l'environnement. Et puis les garçons, donc ça c'est à 70%, hein, les femmes elles sont d'abord sur ces enjeux-là, qui sont des enjeux un peu du quotidien. Et puis les hommes, ils regardent, je disais, davantage les politiques économiques, éthiques, sécurité, qualité des produits. Donc ils ont une attention un peu différente, ce qui est assez surprenant. Et donc derrière, c'est aussi, donc c'est comment on va recruter ces personnes, mais comment on va s'assurer que dans la durée, ils trouvent leur épanouissement dans l'entreprise et soient en capacité d'agir sur ces différentes thématiques. Donc, par exemple, nous, dans le groupe, on a mis en place un programme qui s'appelle le projet Y. Donc, tous les ans, on a une cohorte d'une 30aine de salariés qui ont moins de 35 ans, qui s'inscrivent. Donc, c'est par bénévolat, et qui vont travailler pour les membres du COMEX sur des thématiques. Donc, ils ont travaillé, par exemple, sur la féminisation des métiers dans la finance. Ils ont travaillé pour nous, pour le positionnement du réseau Énergie Mixité. Donc, ça, c'est un réseau très actif. On a également un réseau qui s'appelle le Rizone, qui s'est organisé tout seul, donc avec au départ quelques salariés engagés sur les enjeux environnementaux et sociaux, et qui aujourd'hui est composé de 1200 personnes, et qui vient faire des propositions à l'entreprise sur ce qu'elle devrait faire en matière de responsabilité environnementale et sociale. Et par exemple, nous, à Enedis, on les a fait travailler sur la sobriété, et donc sur la sobriété à la fois évidemment énergétique, mais aussi en termes d'utilisation de matières, etc., de matériaux, et ils nous ont fait des propositions très intéressantes. Donc je pense que notre rôle, c'est aussi de montrer que chacun a sa part dans l'entreprise et est engagé, et qu'on lui donne les moyens de cet engagement pour qu'il puisse faire changer les choses. Merci beaucoup. Delphine Boyer, c'est vrai que SLB a été une des entreprises fondatrices du Cercle Interrel. Merci beaucoup encore de votre fidélité. Votre premier réseau, d'ailleurs, de femmes date de 1994. Comment emmène-t-on une entreprise comme SLB sur ce défi de décarbonation en accordant de la place aux femmes ? Bonjour à tous. C'est un privilège et un grand honneur d'être là au jour de ce matin. Même si vous avez pu voir que je suis très avancée dans ma grossesse, c'est un engagement que je voulais témoigner au Cercle, et personnellement, donc c'était important. Et
mais aussi à toutes les collaboratrices SLB qui sont dans la salle et qui sont peut-être en ligne et qui nous écoutent. Cette appartenance au cercle est important et ce sujet est extrêmement important parce qu'on vient de vivre. Alors, on ne s'appelle plus Schlumberger, on s'appelle SLB. Alors, on a eu un petit coup de rebranding, un petit coup de changement d'approche de qui sommes-nous. Alors, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas? Ça fait 100 ans qu'on crée des technos au service de l'énergie et au service d'une planète aujourd'hui plus durable et balance, on le dit en anglais, donc balancer en français, ça passe moyen, mais l'idée derrière, c'est qu'on est un acteur prépondérant dans la technologie pour faire avancer ces innovations pour l'accès à l'énergie. Et donc, c'est toutes les énergies. Et donc, en interne, évidemment, on doit décarboner nos innovations, enfin, nos projets actuels, notre façon d'extraire le fossile, parce que nous sommes dans le fossile depuis des années, mais aussi de créer des innovations qui vont vraiment venir changer la donne pour l'accès à l'énergie. On en a créé 2, notamment en France. Une qui s'appelle Celsius, c'est de la géoénergie qui vient décarboner les bâtiments et réduire de 90% les émissions de CO2. Et la deuxième, c'est Genvia, en partenariat avec le CEA, où on utilise une brique technologique pour faire de l'hydrogène vert et faire des gigafactories qui devraient créer des centaines d'emplois dans le sud de la France et peut-être ailleurs. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, à la tête de ces 2 entreprises, c'est 2 femmes. C'est 2 CEO femmes. Et donc, c'est par des exemples comme ça qu'on vient, en fait, attirer, drainer de nouvelles compétences en externe, mais aussi en interne, parce que voir ça, c'est une autre façon d'aborder l'entreprise. Ces femmes, elles ont un caractère qui est le leur, et on encourage justement cette personnalisation de ces métiers et de venir casser avec l'histoire de nos 100 ans de management qui était très porté à l'américaine et qui était très masculin, en fait. Donc c'est comme ça que je peux vous répondre à votre question, en mettant au plus haut niveau des femmes et attirer des femmes. Et c'est clairement aujourd'hui un outil de rétention pour nos collaboratrices de SLB, de pouvoir se dire « je peux faire ça et je peux participer et contribuer et aligner mes convictions personnelles ». Voilà. Bravo. Donc, à côté de vous, Caroline Garnier, donc SAP a toujours été très fervent supporter du cercle Interrel. Donc, merci encore pour votre fidélité. Comment, au travers d'une approche systémique, SAP concilie le développement durable et les efforts concernant la parité de l'entreprise? Bonjour à toutes et tous. Alors d'habitude, en tant que signataire de la charte Jamais sans elle, qui promeut la diversité autour des tables rondes, je déplore le manque de diversité féminine dans les tables rondes auxquelles je participe. Aujourd'hui, je vais m'en féliciter. Nous n'avons pas de diversité, mais nous avons des femmes dirigeantes. Et je pense que c'est la preuve, effectivement, qu'il y a de plus en plus de femmes dans les postes de management dans les entreprises. Alors, je reviens à la question. Alors, effectivement, au sein de SAP, on a une approche systémique, je dirais, de la durabilité. Donc, on concilie le triptyque économique, évidemment, environnemental et durabilité sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, notamment sur les 2 piliers qui sont les enjeux du moment, je dirais, sur la partie transition énergétique et la partie égalité homme-femme? Ça signifie que, tout comme dans la partie environnementale, on essaye de préserver les ressources naturelles, on préserve également dans la partie durabilité sociale nos salariés, mais pas seulement, également notre écosystème, nos partenaires, nos sous-traitants, que l'on considère et que l'on traite et que l'on gère comme des ressources tout aussi précieuses. Donc, je pense également qu'il y a une certaine prise de conscience actuellement de plus en plus large que l'entreprise non engagée dans ces sujets environnementaux, de préservation de l'environnement ou dans la parité et l'égalité homme-femme n'a pas d'avenir dans le futur aux yeux que ce soit d'investisseurs, que ce soit des talents actuels ou de demain, également de consommateurs et des clients. Alors nous, au sein des SAP, on a une approche qui est, je dirais, avec la même attention et la même ambition pour ces 2 piliers d'environnemental et mixité. Qu'est-ce que ça veut dire? On a 2 engagements, 2 objectifs chiffrés que l'on suit de manière assez précise et qui nous poussent à accélérer.
D'une part, c'est le net zéro carbone d'ici 2030. Donc, vous voyez, c'est très très court et on a avancé de 20 ans notre objectif. Et on a un objectif également d'être paritaire au niveau de l'ensemble de l'entreprise, donc 50% de femmes d'ici 2030. Donc, vous voyez, sur la même temporalité. Et c'est challenging, vous connaissez effectivement le vivier féminin dans la tech. On a atteint les 35% fin 2022 au niveau du groupe, quasiment la même chose en France. Mais il y a encore, le temps passe vite. L'autre approche, le deuxième axe sur lequel on porte la même attention, c'est la transformation de notre culture. Pour nous, ça passe par le changement des représentations sur ces deux domaines-là. Donc, on a un axe privilégié pour transformer durablement notre culture dans cette matière, enfin, dans ces deux domaines. Ça passe, et j'y reviendrai tout à l'heure dans la question suivante sur la partie parité, mais sur la partie environnementale, par exemple, on lance cette année une grande campagne de sensibilisation, notamment avec des ateliers d'automne, qui sont ici aujourd'hui de mémoire. Et on a pour ambition de former en France cette année 500 de nos salariés, ce qui représente un bon tiers, en tout cas, des SAP France. Bravo. Que de richesse sur cette table ronde. Alors, Philippine de Tessers Class, excusez-moi, si je prononce bien, c'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Votre expérience acquise dans le domaine de la transition énergétique, l'innovation, renforce la stratégie de durabilité de Dassault Systèmes. En quoi la mixité est-elle devenue un vecteur de changement dans le développement durable ? Merci pour cette question. Bonjour à tous. Je suis donc le Chief Sustainability Officer chez Dassault Systèmes, que j'ai rejoint il y a 6 mois. Et j'ai la chance, après avoir passé 20 ans de carrière dans tout ce qui était effectivement transition énergétique et lutte contre le changement climatique à la fois dans la finance et dans les politiques publiques. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'avoir rejoint une entreprise Dassault Systèmes qui fait des logiciels et qui donc fournit des solutions à tous nos clients, nos plus de 300 000 clients, pour les aider à accélérer notamment leur décarbonation. Et chez Dassault Systèmes, la politique l'idée de la sustainability est tellement au cœur de la stratégie que c'est en fait notre raison d'être depuis déjà 2012, qui est d'harmoniser les produits, la nature et la vie. Donc c'est vraiment une entreprise qui a pour cœur de métier l'idée de la sustainability. Et donc aujourd'hui, en fait, quand vous posez la question de la mixité, ça fait partie, bien entendu, des engagements que la société a prises. Tout comme SAP, on a des ambitions très importantes pour la diversité. On s'est engagé à avoir 40% de nos... Bien avant la loi, on s'est engagé à avoir 40% de nos dirigeants qui soient des femmes. On a déjà, bien sûr... 50% au niveau du conseil d'administration, mais 40% de nos dirigeants qui soient des femmes. Aujourd'hui, chaque année, on a 26% de nos employés qui sont des femmes, mais on a un objectif à 30% d'ici 2027. Et de même que dans nos people managers, donc dans nos instances dirigeantes. On a également des programmes très forts pour essayer de renforcer, de mentorer et d'essayer de pousser les employés pour accélérer la diversification au sein de la société. Mais j'en parlerai un petit peu plus dans la prochaine question. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, franchement, ça fait plaisir d'entendre toutes les entreprises à vouloir atteindre ces objectifs et se donner des objectifs qui sont quand même pas si faciles que ça à atteindre et tout le monde peut le reconnaître. Marie Petit-Queneau, merci. Donc, votre passage au sein du cabinet du ministre de l'économie chargé de la parité dans les entreprises industrielles vous a sensibilisé sur ces sujets. Comment traduisez-vous le lien entre parité et entreprise durable au sein de Salesforce ? Bonjour Patricia, merci. Alors j'imagine la question qui vous brûle les lèvres, c'est comment on passe du ministère de l'Industrie à une grande entreprise américaine.
Alors je vous rassure, ça fait pas mal. Pendant 2 ans, auprès de la ministre de l'Industrie, j'ai travaillé sur la décarbonation de l'industrie, sur la parité, sur l'attractivité de l'industrie pour les jeunes, et en particulier les jeunes loin de l'emploi. Et aujourd'hui, je fais un peu la même chose. Donc aujourd'hui, je suis Chief Impact Officer en France et en charge de l'égalité au niveau de l'Europe pour Salesforce. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Salesforce, on est 2000 en France, 75 000 dans le monde, et on crée la technologie pour nos clients de manière à ce qu'ils répondent aux besoins de leurs clients. Donc c'est ce qu'on appelle le CRM. On crée des interfaces pour une donnée qui soit de confiance, centralisée, et qui permettent à chacun de fonctionner mieux avec ses propres clients. Aujourd'hui, Chief Impact Officer, c'est un poste que vous commencez à entendre, qui n'est pas complètement harmonisé partout. Chez Salesforce, moi, je m'occupe à la fois de la partie égalité, de notre modèle philanthropique, puisqu'on redonne 1% du temps des collaborateurs, 1% de la solution et 1% des capitaux à la société. Je m'occupe aussi du recrutement de talents pour notre écosystème, pour recruter des gens qui sont loin de l'emploi, pas encore dans la tech, puisqu'on a la chance d'avoir dans la tech, et je partage ça avec SAP, des capacités à former à assez court terme dans un écosystème qui est en croissance. Et au fond, Salesforce est une entreprise qui s'engage sur 5 ou 6 ou 7 des ODD, alors que ce soit ceux des inégalités, puisqu'on a aujourd'hui égalité de paix, et ça c'est notre fondateur qui en 2015 a décidé, puisqu'on lui avait prouvé qu'il n'y avait pas de possibilité que ça continue comme ça, il est investi depuis 22 millions de dollars sur le rééquilibrage, et je dis investi délibérément, puisque le retour sur investissement, c'est le fait que les femmes restent, en fait. On s'engage évidemment sur la partie climatique, puisque on a un programme de plantation de 100 millions d'arbres, on est net zéro sur les opérations. Mais globalement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est... et vous disiez développement durable et monde durable. Et au fond, c'est à peu près indissociable aujourd'hui, je crois. Et cette durabilité, je pense qu'on commence à se rendre compte que si elle n'est pas partagée, elle n'adviendra pas. Alors, elle se partage pour nous avec notre écosystème, donc nos partenaires et nos clients. On a ici des représentants du Women's Network qui sont des précurseuses de ces sujets, qui ont créé le programme 1000 femmes dans la tech, où on est 70 clients et partenaires à recruter des femmes qui n'avaient pas d'emploi, n'en ont jamais eu, sont en reconversion, ont divorcé avec 4 enfants, et puis ont décidé de s'investir, et c'est un choix très lourd, pour se former sur la tech et les employer derrière. Et puis on a donc ces Equality Group avec le network dont je viens de parler, qui s'assure aussi qu'en interne, la voix des collaborateurs est entendue, que chacun peut être chez Salesforce comme il est. Et juste pour faire ce dernier lien, pour moi, développement durable et parité, le vrai lien, je crois, c'est au fond, j'ai envie de dire, grandeur et mystère de l'action collective. C'est-à-dire, au fond, il y a des moments de l'action collective et de la mobilisation, comme aujourd'hui, où c'est à peu près magique. Il me semble qu'il y a 15 ans, on avait des toutes petites salles. Je ne parle pas du cercle, je parle en général sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est quand même extrêmement impressionnant. Il y a des hommes. Moi, j'étais sur un sommet il y a 2 jours. Il y avait, je pense, un tiers d'hommes dans la salle, ce que je trouve formidable, parce que ça en fait un vrai sujet de comment on se saisit de notre avenir, je pense. Et puis il y a des moments plus difficiles, je pense que tout ici vous les connaissez, tout ici vous êtes des précurseuses depuis longtemps, et on entend déjà la petite musique de elle a eu ce job parce qu'elle est une femme, ou maintenant c'est quand même assez facile d'avoir un job quand on est une femme. Et donc ces dynamiques collectives, elles m'intéressent beaucoup. Je pense que vous êtes tous les artisans de ça. On rentre dans une période un peu culturelle, un peu visqueuse, un peu longue. Néanmoins, ce dernier mot, j'envie plus les militants du développement durable, parce que à date, j'ai jamais entendu personne nous dire mais si vous défendez la Terre, est-ce que c'est contre les autres planètes? Merci beaucoup. Claire Vaison. Donc effectivement, voilà, Engie est une entreprise emblématique pour son engagement auprès des femmes. Nous, au sein du Cercle, on a toujours eu Engie et on a une représentante hors pair parmi nous. Pourquoi estimez-vous que la transition énergétique et l'égalité femmes-hommes ont relevé finalement du même combat ? Alors, même combat, je ne sais pas. En tout cas, 2 combats essentiels et au cœur de notre raison d'être. On a parlé de raison d'être précédemment. La nôtre, c'est d'accélérer la transition énergétique et d'avoir un impact positif sur les personnes et la planète que nous concilions avec la performance économique. Les personnes, c'est l'ensemble des personnes. Et donc vraiment, les questions pour nous de diversité et pour commencer, celles de mixité sont absolument centrales. J'ai la chance, nous avons la chance chez Engie d'être dans une entreprise qui a été par ailleurs dirigée par une femme, sans discontinuer, depuis 7 ans. Voilà. Alors,
je pense qu'on est toutes dans la salle sensibles à la question des rôles modèles. Nous sommes toutes collectivement des rôles modèles. C'est important, je pense, pour les jeunes filles, et vraiment c'est un combat. C'est un combat qui commence au lycée. On n'a pas encore beaucoup parlé du sourcing, des questions de l'éducation. Nous y sommes très sensibles et je pense qu'on est plusieurs entreprises très engagées sur les femmes et sciences, Elles changent, Capital Filles, enfin, des actions qui sont des actions que nous menons chez ENGIE, des actions de soutien, des actions aussi via la Fondation. Hein. Tous nos projets que nous finançons via la Fondation sont des projets dans lesquels nous sommes attentifs à cette dimension de mixité, et en particulier pour qu'il s'agisse d'ailleurs de jeunes filles ou de femmes, ou d'ailleurs de violences faites aux femmes, ce qui est encore un autre sujet. Donc je crois que cet engagement en faveur des femmes, il est pour nous absolument clé. Et il passe par des objectifs, hein, ça a été dit par plusieurs d'entre nous. Nous sommes déjà 40% au COMEX. Voilà, nous espérons amener l'ensemble des femmes cadres à 40% au moins d'ici 2030, hein, objectif de parité. Nous avons pour ça des objectifs de recrutement, qui sont des objectifs dans lesquels nous sommes extrêmement attentifs à la part des femmes. Ce sont des objectifs, par ailleurs, qui ne sont pas juste des objectifs pour se faire plaisir. Hein. Très concrètement, ce sont des objectifs qui ont du poids dans la rémunération des dirigeants du groupe. Voilà. Donc vraiment très opérationnalisé et scruté par l'ensemble des dirigeants, par l'ensemble des dirigeantes aussi. Et puis j'ajoute que, et ça a été dit aussi précédemment, je crois que pour attirer des femmes, pour les garder, pour les faire grandir, il y a vraiment une question de culture. J'étais les 2 derniers jours en Italie. Alors il se trouve que la DG en charge de nos activités en Italie, c'est une femme, vous l'avez compris, une Italienne, Monica, qui a un COMEX, un CODIR qui est absolument paritaire, 50-50. Et ce que j'ai entendu en Italie, c'était vraiment ça. C'était, au fond, et notamment de personnes qui arrivaient dans le groupe ENGIE en venant de l'extérieur, au fond, ce qui les frappait, c'était la culture, c'était le fait que, contrairement à d'autres entreprises, parfois, je dirais, sur des modèles un peu anciens, dans lesquels tous les dirigeants doivent se ressembler, nous sommes une entreprise dans laquelle il y a bien sûr des principes communs pour les dirigeants, et puis il y a ensuite une immense attention, un immense respect de la diversité. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, parce que c'est quelque chose qui se sent et auquel l'ensemble des collaborateurs et encore plus des collaboratrices sont sensibles. La capacité à avoir des dirigeants divers qui embarquent, mais qui embarquent tous différemment. Voilà. Et je voulais terminer en disant, pour faire un peu le pendant à ce que je disais tout à l'heure, hein, les femmes sont parfois les premières victimes, sont statistiquement les premières victimes du changement climatique. Notre conviction, c'est qu'elles peuvent et elles doivent être les premières actrices de la lutte contre le changement climatique. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour répondre un peu aux attentes du groupe de travail, hein, je vais vous proposer, alors je vais vous laisser l'ordre un petit peu comme vous le souhaitez, de présenter une illustration concrète d'une action que vous faites dans vos entreprises et qui illustre un peu ce lien entre mixité et entreprise durable, développement durable, suivant la façon dont vous souhaitez le présenter. Alors du coup, est-ce que quelqu'un souhaite... Merci Catherine. Bon, je vais me lancer. Il y a une action qui compte beaucoup chez nous, qui a été mise en place en 2019, qui a trait à la violence conjugale. On sait que nos entreprises, nos grandes entreprises et toutes les entreprises finalement sont le reflet de la société. Et on a donc décidé de mettre en place un dispositif d'alerte et d'appui pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales, en s'appuyant sur l'association qui s'appelle Une femme, un toit,
et qui permet d'identifier, donc avant même qu'il y ait un dépôt de plainte, donc on est vraiment très en amont, voilà, au moment où il y a quelque chose qui se détecte. On a une sensibilisation de l'ensemble de nos managers pour qu'ils sachent repérer d'éventuels signes et surtout orienter très vite. Donc ensuite, c'est pris en main par des assistantes sociales. Hein, donc ça sort du champ évidemment hiérarchique et managérial. Mais derrière, l'entreprise met tout un dispositif en place. Les entreprises, parce que c'est le groupe qui fait ça, met en place des dispositifs de type hébergement d'urgence, mise en place d'un numéro d'un téléphone, organisation du travail, éventuellement prêt bancaire, enfin énormément d'appui, on va dire, pour lutter contre ce fléau qui continue quand même à toucher malheureusement notre société. Et malheureusement, on a l'équivalent d'une femme tous les 3 jours qui a fait appel à ce dispositif depuis 3 ans. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et je pense vous pouvez toutes vous dire autour de vous que dans vos entreprises, malheureusement, eh bien, il y a à peu près voilà, ce sujet qui est sur la table et sur lequel nos entreprises doivent se mobiliser. Ce n'est pas ensuite aux managers de prendre en main ce sujet parce que ce n'est pas notre rôle. En revanche, on a un rôle sociétal et c'est vraiment porté au plus haut par les RH, par nos directions RSE Impact pour que nous prenions en main ce sujet qui ne peut plus perdurer. Ouais, c'est clair. Bravo. Alors, Delphine. Alors, l'exemple qui me vient en tête est lié au métier de la géoénergie dont je vous parlais. On a besoin de fourreurs en France, énormément de fourreurs de géoénergie. C'est une formation qui n'existe pas à ce jour, que nous avons développée. Et notre pari, c'est qu'il y ait 50% de femmes dans cette filière pour créer et pour développer des foreuses. Non pas des machines, hein, mais des jeunes filles ou des jeunes dames qui pourront forer et dans des conditions qui sont sans doute pas... Les conditions de travail sont difficiles, mais c'est des métiers qui sont tout à fait envisageables et aujourd'hui, on en a déjà des foreuses en interne. Donc voilà, et on développe cette formation avec l'École française du forage et la préfecture du 92. Bravo. Merci. Laurence, je vous en prie. Donc juste avant de parler plus de développement durable, je voulais juste dire que depuis l'année dernière, notre COMEX a atteint plus que la parité, puisqu'on est en majorité, il est majoritairement féminin depuis le 1er janvier. Wow. Donc ça, c'est important. Bravo. Donc on est à 54% de femmes. Donc voilà, très bien. On a mis en place au CEA donc un plan de performance énergétique et une stratégie de la décarbonation qui sont portés par 2 directrices. Donc on voit que c'est quand même des sujets qui sont très portés par les femmes. On a lancé en 2022 un challenge Élan économie d'énergie qu'on a reproduit d'ailleurs en 2023, qui a récompensé 5 équipes. Et sur les 5 équipes lauréates, 4 étaient portées ou représentées par des femmes. Donc on voit que le développement durable est très lié finalement à l'engagement des femmes dans ces domaines-là. Et je pense qu'il faut qu'on reste très vigilant sur la durée, bien évidemment, parce que ces 2 sujets, le développement durable comme l'égalité professionnelle et la mixité dans les entreprises et dans la société, qui doivent être construits par tous, tous ensemble et sur la durée. Donc voilà, ça se rapproche beaucoup. Alors, nous, également, on a des programmes en interne de mentoring, Rise Up, qui permettent d'identifier des talents et d'essayer de les pousser et d'accélérer des accélérateurs de carrière. Mais je pense que pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, en fin de compte, on a vraiment un sens de la responsabilité du secteur, puisque au niveau mondial, il n'y a que 17% du secteur des sciences et des technologies qui sont des femmes dans les employés au niveau mondial. Et donc, on essaie de s'impliquer le plus tôt possible, en fait, vis-à-vis des lycées, d'aller faire des formations, d'inciter les jeunes filles pour essayer de choisir ces métiers-là. C'est voilà. Très utile. Merci beaucoup.
Alors moi j'ai choisi un exemple qui me tient à cœur, qui est toujours autour de la culture et de la transformation durablement de cette culture au sein de l'entreprise, mais au sein d'ailleurs de la société au sens large. Donc au sein des SAP, on a mis en place une plateforme. On est dans l'high-tech, hein, donc ça reste une plateforme mondiale qui s'appelle Inclusive Mindset Challenge et qui a pour objectif de permettre à nos salariés, nos managers, d'identifier les biais que nous véhiculons tous, les stéréotypes, et qui imprègnent d'ailleurs nos décisions malheureusement encore régulièrement. Et c'est une plateforme qui est assez ludique, qui permet d'échanger concrètement sur des petits parcours concrets, et qui va nous faire progresser en la matière. Donc ça a vraiment un intérêt, parce qu'on pense que pour transformer durablement une culture, c'est pas par quelques actions de sensibilisation, mais c'est par la répétition et l'échange. Et ça participe de ça avec des nouveaux challenges chaque mois. Merci beaucoup, effectivement. Désolée pour la perturbation des dessins, mais voilà. Merci. Alors chez Salesforce, nous on a à la fois la personne qui s'occupe de l'Equality Group Earthforce, à la fois la personne qui dirige le produit Net Zero et à la fois la Chief Impact Officer Monde, qui sont des femmes. Alors c'était pas intentionnel. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter. Nous, au-delà de nos efforts à nous, notre force c'est notre écosystème et nos produits. Alors on a développé Net Zero Cloud, qui est le dernier né, qui est donc une plateforme qui est destinée à vos données sur l'ESG, mais d'abord surtout sur le développement durable. Et aujourd'hui, on a ouvert la partie sociale, avec la partie données des femmes. Et de toute forme de diversité qu'on peut mesurer, évidemment, en fonction des pays, comme vous le savez. Et au fond, c'est cette initiative-là qui nous permet de traiter le sujet ensemble, parce qu'en fait, bientôt, on n'aura plus le choix, puisque vous savez que les comptabilités vont fusionner, et qu'en fait, ce sera un déterminant de la performance comme un autre pour les entreprises. Et au niveau du développement de nos produits, aujourd'hui, on conçoit des produits qui sont à la fois carbone neutral, mais aussi gender neutral, ce qui nous demande beaucoup de travail en termes de fonctionnalité et de recherche de l'usager. Merci beaucoup. Claire, avez-vous un exemple? Oui, alors moi j'ai envie de dire all of the above. C'est le charme de parler en dernier. Donc à la fois, bien sûr, une attention accrue à l'égalité salariale. Et ça, en France et dans le monde, c'est absolument essentiel quand on est un groupe comme le nôtre, présent dans 30 géographies, d'être vigilant à cette égalité salariale mondiale. La question des violences faites aux femmes, bien sûr, j'en ai dit un mot tout à l'heure. La question de l'éducation. On est très passionné par le fait, effectivement, qu'on a un énorme sujet, et ça, c'est vrai dans différentes géographies du monde, mais en France en particulier, un énorme sujet dans l'accès des filles aux filières scientifiques. On ne le dira jamais assez. Ces métiers-là sont des métiers d'avenir, ces métiers sont des métiers qui recrutent. On a besoin que les jeunes femmes ne s'auto-sélectionnent pas, ne se brident pas, ne soient pas bridées non plus par leur écosystème et aillent dans ces métiers. Et puis, puisqu'il faut choisir une initiative, et j'aurais pu parler de beaucoup d'autres aspects, quand on peut, il y a une image, enfin une initiative qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est ce qu'a fait notre collègue brésilien. Au Brésil, nous avons, le Brésil, c'est la deuxième ou troisième géographie du groupe, suivant les années, en termes de contribution aux résultats. Très belle activité de développement du renouvelable, en particulier au Brésil, et évidemment, ressources quasi infinies dans cette géographie. Le dirigeant, qui est un homme, s'est rendu compte qu'il avait vraiment un problème à recruter des jeunes femmes, qu'il n'y en avait pas assez qui postulaient quand il ouvrait des postes de manière indifférenciée. Alors au Brésil, on peut ouvrir des postes de manière fléchée. Et donc il a ouvert des postes pour les jeunes femmes, uniquement pour les jeunes femmes. Voilà, il a dit je cherche des jeunes, c'était surtout des jeunes ingénieuses, je cherche des jeunes femmes. Il en a recruté une trentaine, et ce qui est absolument exceptionnel, c'est que le nombre de candidatures qu'il a eu sur cet appel à candidature a été beaucoup plus important que ce qu'il avait spontanément quand les appels à candidature étaient mixtes. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de jeunes femmes qui, en fait, se sont senties quelque part confortables, se sont dit qu'elles étaient sur un pied d'égalité entre elles,
et qu'elles pouvaient candidater. Le nombre a quasiment été multiplié par 10 par rapport à un appel à candidature normal. Ouais, c'est énorme, hein. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que, un, il y a eu énormément de candidatures, et deux, ces candidatures ont été d'un niveau moyen absolument formidable. Et ce que nous a dit Mauricio, le dirigeant de notre activité brésilienne, c'est que ça allait être compliqué pour les hommes. Merci beaucoup. Alors, je vous laisserai un message fort à adresser à tous nos participants, mais j'ai le temps quand même de prendre une question. Je suis en train de déborder un tout petit peu, mais si Lucille de Thalès qui va vous poser une question. Bonjour mesdames. Alors, deux questions peut-être Deux si questions. on a le temps. Une première question intéressante qui est, on parle beaucoup de féminisation au niveau des cadres dirigeants et des instances dirigeantes. On parle aussi beaucoup de recrutement de jeunes filles, de sensibilisation. Une question qui est, que fait-on pour des femmes, ou en tout cas pour améliorer la féminisation du middle management? Est-ce que vous avez des objectifs et ou actions cette catégorie? Je veux bien répondre pour ce qu'on a fait au niveau du groupe EDF. On a pris l'engagement d'avoir entre 36 et 40% de femmes à tous les niveaux hiérarchiques d'ici à 2030. Donc là, c'est vraiment pas que sur les femmes dirigeantes qui sont, elles, beaucoup plus regardées par tous les mécanismes et les lois d'ailleurs, ce qui est formidable, mais c'est de s'assurer que, y compris sur les postes techniques par exemple, on se retrouve avec ces niveaux-là. Et ça, c'est très, très difficile. Donc, ça rejoint ce qui a beaucoup été dit. On a besoin d'aller chercher des jeunes femmes à l'école. Il faut vraiment qu'on arrive à transformer cette vision que les jeunes filles ont de ces métiers en leur donnant très envie et l'engagement autour de la transition énergétique, de la transition écologique devrait normalement nous permettre d'en attirer davantage. Mais c'est difficile. Et alors pour compléter, un même type d'engagement pour le groupe Engie, effectivement, puisque notre engagement de parité, qui est au moins 40% de femmes, il porte sur ce qu'on appelle l'ensemble des fameux cadres. Et donc ça va très très en dessous des femmes dirigeantes. Et on y est très très attentif au quotidien dans les nominations et en luttant contre les stéréotypes. Ça a été dit précédemment. Je me permets, Patricia, une deuxième petite question hyper rapide. Ou Sophia. Oui, pardon, juste pour avoir un petit élément qui est moins sur les engagements, nous on a mis en place le congé parental, qui n'est pas le congé maternité, qui est un congé de 6 mois pour le primary caregiver, donc pour le premier, la personne qui prend soin du bébé, et 3 mois pour le secondary. Donc c'est quelque chose qui fait l'objet de discussions dans un couple. Et c'est quelque chose qui fait que le papa de votre bébé peut aussi décider que lui, il lève le pied plus longtemps, que vous moins longtemps, et ça permet de travailler sur cette perspective qui est très angoissante pour les jeunes filles, parce que moi, à chaque fois que je m'entoure des jeunes filles, honnêtement, elles ont 16 ans, elles me disent, mais est-ce que je peux avoir une carrière, un mari et des enfants? Je dis, oui. Merci. Merci, oui, merci. Deuxième question, c'est pas une question piège, mais question intéressante. Comment faites-vous pour engager vos partenaires, donc vos clients et vos fournisseurs, sur le terrain de la mixité? C'est une vraie question. Pardon, moi je reprends 2 secondes la parole. Nous, c'est notre force. On a un écosystème, on est moins une entreprise qu'un écosystème. Donc nous, on propose très concrètement des programmes dans lesquels on s'engage ensemble à recruter de manière fléchée, si je puis dire. Alors évidemment, je crois que ça reste légal ce qu'on fait. Mais en tout cas, avec du sourcing qui est fléché. D'un côté, on a tout notre écosystème de recruteurs qui sont des gens qui ont besoin de talent. Et de l'autre, on travaille évidemment avec des associations dans ces métiers qui sourcent ces femmes, et pas que des femmes. On a aussi des programmes sur les réfugiés, par exemple, et qui les sourcent et qui les accompagnent. Ce qui est extrêmement important, parce que quand vous avez une femme qui est dans les quartiers, n'a pas travaillé depuis 20 ans, a quand même convaincu sa famille, en fait, qu'elle a le droit d'investir dans ce moment-là pour elle, et bien, que vous ayez, par exemple, la personne dont vous savez qu'il sera votre employeur à l'issue de la formation, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, qui vous emmène, je ne sais pas, chez Accenture, vous montrer comment ça fonctionne, qui vous dit, ensuite, quand vous arrivez dans l'emploi, ce qui s'est passé en réunion, en fait, c'est OK, c'est comme ça que ça marche. Et donc, on travaille avec eux des deux côtés, en garantissant un emploi durable et dans le suivi de ces personnes. Peut-être un autre exemple, on a lancé il y a quelques jours des écoles pour les réseaux de la transition énergétique. Il y a énormément de postes à pourvoir dans ces métiers,
avec l'ensemble de la filière électrique. Donc, ça concerne Enedis, RTE, mais toutes les entreprises du bâtiment, etc. Et on a pris l'engagement commun d'aller travailler sur ce sujet de la mixité. Et donc, on va notamment mentorer chacun de ces jeunes qui vont aller vers ces écoles. Donc, c'est du lycée, donc du bac pro jusqu'au BTS, bac plus 5, avec systématiquement un mentor pour les accompagner, avec un regard très, très fort sur cet enjeu de mixité, parce que sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est si vous avez encore des questions, vous aurez l'heure du déjeuner, effectivement, pour pouvoir vous adresser auprès de nos invités. Moi, je vais leur proposer d'adresser à la fois à la salle, mais aussi, puisqu'il y a près de 500 personnes, en fait, qui nous écoutent actuellement à distance, un message fort. Et du coup, je vous laisse prendre la parole. Je ne sais pas dans quel sens. Moi, je veux bien merci. commencer. Alors moi, je dirais qu'on a négligé pendant des décennies notre planète, mais aussi les femmes, qui représentent la moitié de notre population. La bonne nouvelle, c'est que le mouvement, je pense, est en marche. On a vraiment une prise de conscience, je pense, qui vient de toutes parts, donc des entreprises grandes, mais aussi des petites. Par exemple, Claire Gomard, que vous connaissez peut-être, de Care Capital, a bâti des KPI pour des entreprises beaucoup plus petites et des KPI de développement social. Donc je pense qu'on a les volontés individuelles aussi et qui viennent de toutes les générations, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et de collectifs qui se mobilisent. Nous, on en a dans l'entreprise, on a nos réseaux de femmes, mais on a aussi des gens qui sont mobilisés sur la partie green, des volontaires, des passionnés, et qui s'appellent les Colibris d'ailleurs, que je salue. Donc je crois que dans le futur, seule une entreprise qui se consacre aux 3 piliers avec la même attention va prospérer. Et je crois qu'il ne nous reste plus qu'à attirer des femmes dans la tech, et ça passera par aussi toutes nos actions dans le milieu éducatif. Est-ce que quelqu'un, oui, qui veut... Oui, je pense que, et c'est ce qui ressort aussi de cette table ronde, c'est que ça n'a pas toujours été facile et la route est encore longue, mais que s'il y a bien un moment où il faut se lancer, c'est aujourd'hui, parce que justement, il y a à la fois une conjoncture qui fait que il y a de plus en plus de régulation, bien sûr, mais qu'il y a une vraie volonté et il y a un vrai potentiel, notamment dans toutes les sociétés de sciences et de technologie, pour, en tant que femme, faire une vraie différence. Donc je pense qu'il faut y aller. Merci beaucoup. Moi, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais je crois qu'effectivement, le moment qu'on vit est l'occasion de prendre sa place. Et les femmes ont vraiment toute l'opportunité. Il ne faut pas qu'elles attendent que le manager leur dise « tu vas pouvoir progresser ». Il faut y aller, il faut oser, il faut se positionner quand il y a des jobs qui intéressent et qui vous intéressent. Il faut pas attendre d'être reconnu pour ce que vous faites. Alors, évidemment, vous allez l'être reconnu, mais osez vous positionner sur ces enjeux qui vont faire qu'on va tous progresser et qu'on va sauver notre planète. Merci Catherine. Pour ma part, c'est exactement dans la même lignée. La légitimité, c'est le maître mot. Et depuis le début, j'avais une citation d'Einstein qui me venait en tête au moment de la préparation aussi. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes les femmes doivent s'engager. Voilà. Donc moi, je crois qu'effectivement, on est sur une très bonne lancée. Je vois des progrès fondamentaux justement dans l'égalité professionnelle. Donc il faut surveiller sur la durée, il ne faut pas relâcher la pression. Et je crois qu'effectivement, on va travailler maintenant sur des enjeux sociétaux majeurs qui intéressent évidemment tout le monde, mais en particulier les femmes. Et c'est l'occasion justement d'attirer les jeunes femmes dans nos métiers, de les faire progresser. Donc oser, effectivement, ça c'est vraiment un maître mot, mais de les attirer parce que la finalité finalement des métiers qui sont les nôtres, en particulier au CEA, c'est de construire un avenir meilleur. Et c'est important que les femmes y participent de façon massive. Voilà. Merci beaucoup.
Moi, j'ai le mauvais rôle parce que je voulais faire une citation. La deuxième, ça va peut-être vous saouler un peu. Mais moi, je voulais citer Rocard qui dit au fond, tout est question de la dose d'avenir qu'on met dans le présent. Et je me dis, est-ce que les femmes sont les seules génétiquement, culturellement à pouvoir le faire? J'espère que non. Mais est-ce qu'elles sont celles qui le font le plus? Je vois que oui. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous célébrer toutes dans votre engagement, dans votre foi particulière, dans ce en quoi vous croyez. J'ai envie de vous dire qu'on n'a qu'une vie, vous faites l'histoire. Et j'ai envie de vous célébrer toutes et merci à toutes ici. Merci. Et alors, moi, je dois dire qu'effectivement, mon message était assez proche au fond quand on pense à quel est notre combat, le combat qu'on doit réussir aujourd'hui tout ensemble. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est au cœur de nos combats en tant qu'humanité, c'est lutter contre le changement climatique. Je pense que le reste est important, la biodiversité par exemple, les inégalités sociales évidemment, mais on a des combats qui sont des combats absolument massifs, et pour ces combats, on a besoin de toutes les intelligences, vraiment toutes les intelligences. Voilà. Et donc j'ai vraiment envie aujourd'hui de dire à tous et à toutes, et toutes en particulier, parce que les femmes parfois s'auto-limitent, ne vous auto-limitez pas, il y a énormément de choses à faire, d'emplois qui ont du sens, qui font qu'on est heureuse de se lever le matin quand on travaille pour une entreprise qui est au cœur de la transition énergétique, vraiment, ça fait du sens, et ces métiers vous sont ouverts, donc ne vous limitez pas, ça c'est pour toutes les femmes qui aujourd'hui sont actives, the sky is the limit. Et pour toutes celles qui ont la chance d'avoir des filles, poussez vos filles. Merci. Vraiment, merci infiniment pour votre participation à cette table ronde qui était très riche. On avait tellement de choses à dire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et j'espère que tout le monde a eu le plaisir d'accueillir tous ces messages. Merci, mesdames.